Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est à la fois moralement améliorée, mais qui est concrètement tragique. Moralement améliorée parce que il est vrai qu'au bout de 8 ans de combat sur une instruction qui était elle-même ouverte depuis 10 ans, nous venons d'obtenir que le juge d'instruction dise dans une ordonnance de non-lieu qu'il n'existait pas de présomption de terrorisme établie à l'encontre des 24 personnes qui étaient mises en examen et dont je rappelle que, après la véritable agression policière dont avait été l'objet avec des milliers de policiers la résidence d'Auvers-sur-Oise le 17 juin 2003, après une nuit invraisemblable, cauchemardesque, au palais de justice de Paris entre le 21 et le 22 juin, pendant que se déroulait dans les rues la fête de la musique. Non seulement ces personnes furent mises en examen, mais que 11 d'entre elles furent placées en détention sur demande du juge Bruguière. Certes, une semaine après, ils furent mis en liberté, chose très rare, par la chambre d'accusation de Paris, constatant l'invraisemblance des charges. En fait, il n'y avait pas dans ce dossier d'éléments établissant la commission d'actes de terrorisme. Mais l'on reprochait surtout à ceux qui étaient mis en examen d'être visés par l'inscription sur la liste européenne des organisations terroristes. Chose absurde, car le fait d'être inscrite sur une liste ne suffit pas à conférer aux personnes que l'on envoie en prison la qualité de terroriste. Il a fallu des années de batailles incessantes, des dérives, des expertises, d'autres mises en examen sur des faits secondaires, pour que, finalement, la justice française, d'abord avec des réquisitions conformes du procureur de la République, je tiens à le dire, demandant effectivement que les mises en examen pour terrorisme soient abandonnées, puis une décision du juge d'instruction, estimant que certes il était saisi d'un certain nombre de faits, mais que la qualification de terroriste était impossible à retenir. D'abord, je rappelle tout de même que nous avons dû attendre plusieurs années après que l'organisation ait été retirée de la liste européenne. Il n'y avait plus rien dans ce dossier. Et le juge d'instruction a rendu une ordonnance qui me paraît d'une importance capitale. Car depuis le début de cette affaire, nous soutenions, et j'ai soutenu à de nombreuses reprises, que nous étions dans un cas de résistance et que cela pose un véritable problème juridique lorsque l'on est en face d'une tyrannie. Je rappelle qu'outre la liberté, la sûreté et la propriété, le 4e droit naturel et imprescriptible de l'homme, reconnu par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, est la résistance à l'oppression. Droit qui fait très oublier. J'ai même vu un manuel scolaire qui, étudiant les droits naturels et imprescriptibles, oubliait ce 4e droit. Sans doute son auteur n'avait pas su écrire. Eh bien, je crois que maintenant, il saura écrire quelque chose. Parce que le problème, et ce n'est pas un problème nouveau, nous savons qu'il y a eu des résistances contre des tyrannies dans le monde, et que ces résistances ont fini par être reconnues. Mais si un pays démocratique comme la France n'accepte pas un mouvement de résistance et le qualifie de terrorisme lorsque c'est un mouvement de résistance contre une tyrannie, évidemment, dans ces conditions-là, c'est un apport, c'est une aide apportée aux tyrannies. Or, le juge d'instruction a reconnu que si des faits pouvaient éventuellement être reprochés à ceux qui étaient là, de toute façon, ce ne pouvaient être des actes qui étaient qualifiés d'actes terroristes, dans la mesure où ceux qui étaient dans ce mouvement se réclamaient de la résistance. Je pense donc que c'est une décision très importante. Et voilà reconnu effectivement un droit à la résistance en ce qui concerne l'Iran.
La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dans le même temps où cette décision de droit a été prise par un juge d'instruction, et cette décision de droit, nous savons que dans le même temps, il y a, en ce qui concerne la résistance iranienne, ce drame abominable qui se déroule à Ashraf. Nous n'avons jamais pu séparer les deux, d'abord parce que nos adversaires lient les deux, c'est-à-dire qu'ils s'estiment tous les droits à Ashraf sous prétexte que c'était des terroristes. Et je rappelle à ce sujet que lorsque la question vint devant le tribunal de première instance de Luxembourg, de dire, mais enfin, quels sont les actes terroristes que vous reprochez à ces gens-là, la seule argumentation que trouvèrent ceux qui défendaient l'inscription sur la liste était de dire, mais il y a justement la mise en examen de Paris. Et nous étions dans cette situation étrange où la mise en examen de Paris avait été justifiée par l'inscription sur la liste, et où l'inscription sur la liste était justifiée par la mise en examen de Paris. Et dans le même temps, les exactions contre Ashraf, la violence contre Ashraf, qui n'existe pas, là, qui vient d'atteindre un paroxysme, on est passé du stade d'une inhumaine répression au stade de crime, c'est évident. Je pense que maintenant, le problème, effectivement, est urgent. Il faut sauver la vie de ces hommes et de ces femmes qui se trouvent actuellement à Ashraf, et je crois que le fait que les parlementaires français, comme les parlementaires européens, mais que les parlementaires français, quelle que soit leur divergence politique, soutiennent unanimement ce principe d'une résistance contre le régime iranien et ce rejet de la qualification terroriste, et donc la nécessité de trouver une solution pour protéger ceux qui sont à Ashraf, me paraît excellente. Et je crois donc que, comme nous avons longtemps espéré qu'interviendrait le non-lieu qui vient d'arriver, il faut aujourd'hui espérer que l'on sauvera les gens d'Ashraf. Et par derrière, bien sûr, que le peuple iranien sera un jour libre. I am a member of the House of Lords in Britain, and that this issue is being constantly brought up and discussed by many of my colleagues from all parties, both in the House of Commons in London and also in the House of Lords. People tell me, the last time I spoke, that this is a complex matter. Well, there are certainly complex factors in it, but it is, at its heart, au fond, a very simple matter. It is a matter of the denial of human rights to a collection of vulnerable men and women who are left in an isolated position, entirely at the mercy of those who have the right of lethal force and who have been in the past prepared to use it. There is a legal issue here, but there is a claim, personally, I am persuaded about it, that these people, the inhabitants of Ashraf, have the protection of the Fourth Geneva Convention. Others contend that view, but I am personally persuaded by that. But that is not, it seems to me, the issue here. The issue is not a legal one or a political one, but a deeply, deeply human one. We have people who should be being protected by the international community, and we have people who, all the reassurances that we have been given by the powers that be in Iraq, we have people who have suffered nevertheless from the actions that they have taken. In Geneva, when we last spoke, all of us who made an intervention then warned that something tragic was about to happen. Those in power in various countries, my own included, told me that I was overstating the case, that they had assurances that this would not happen. A matter of, Madam Rajavi, a week, maybe 2 weeks later, exactly what we had predicted did happen. People died and were wounded. And to add grave insult
to that injury. We now have conditions which are worse as a consequence.